Bonjour à tous et bienvenue à cette conférence sur mon dernier livre pour ne plus ramer à l'école ou comment réussir à l'école avec une méthode de travail simple et efficace. Cette méthode s'appelle le système 1, 2, 3. Le but de ma conférence est de mettre en lumière 5 outils efficaces qui découlent du système 1, 2, 3. Cela vous donnera une méthode de travail cohérente, applicable dans de nombreuses situations et je vous invite à vous munir de papier et de quoi écrire car nous ferons quelques exercices. Voici les 5 outils. Le premier outil est de s'habituer à faire les films en 3 dimensions de ce que l'on lit ou entend. Le deuxième outil est d'écrire pour mémoriser. Le troisième outil est de verbaliser, mettre les mots sur ce que l'on observe et répéter tout haut lorsqu'on étudie. Le quatrième outil est l'utilisation des écrans à hauteur des yeux ou plus haut. Le cinquième outil concerne l'orthographe et il s'agit de ne pas utiliser de méthode phonétique. Mais avant toute chose, je dois vous expliquer qui je suis. Je m'appelle Chantal Huizeur, je me considère comme une pédagogue de terrain. Je suis belge, je travaille à Waterloo près de Bruxelles en tant que coach scolaire et facilitatrice Davis. J'ai écrit 3 livres sur la dyslexie et la méthode de travail, parus chez un grand éditeur parisien d'Esclés de Brouwer. J'ai été professeur pendant 29 ans dans une école à Bruxelles, pas facile. Après 15 ans d'enseignement, j'étais fatiguée d'enseigner, mais au miracle, je tombe sur la gestion mentale. Cette méthode, qui a été inventée par un philosophe et pédagogue français, Antoine de la Garandrie, invite à l'introspection. J'utilisais cette méthode pour aider les élèves et en 2006, on me demande d'aider 2 élèves atteints de sévère dyslexie. Je ne savais absolument pas ce que voulait dire le mot dyslexie. Malgré mon agrégation à l'université, on ne m'en avait jamais parlé. Ces 2 cas étaient tellement profonds qu'ils n'entraient pas du tout dans l'introspection. Ils étaient beaucoup trop rapides et à toutes les questions en dialogue pédagogique, ils répondaient « je ne sais pas ». Donc je me renseigne, je lis des tas de livres sur la dyslexie et je tombe sur la méthode Davis. La méthode Davis, je ne suis pas tombé dessus, je suis carrément tombé dedans. Cette méthode est extraordinaire, elle est tellement étrange et originale qu'au départ, je me suis demandé si Ron Davis était fou ou fantaisiste. Mais j'ai sérieusement étudié pendant mes vacances Le don de dyslexie, qui est son livre principal, et à la rentrée, j'ai appliqué les prémices de la méthode. Je trouve très vite la méthode formidable et je vois que cela marche. Je décide de faire la formation aux Pays-Bas, car à l'époque, cela n'existait pas à Paris. Depuis, je suis facilitatrice Davis. La méthode raconte l'inverse de ce qu'on raconte généralement sur la dyslexie. Pour Davis, la dyslexie n'est pas un handicap, mais un don. Et ce don provient d'une pensée en 3 dimensions. Le dyslexique pense en faisant des films en 3 dimensions, et même jusqu'à un certain âge, il ne pense qu'en film et pas en mots, et pour certains jusqu'à 14 ans. Le dyslexique est capable, avec son œil de l'imagination, de modifier ses perceptions et de transformer les choses. Il a donc une très grande imagination. La particularité de la méthode Davis, c'est qu'elle considère la dyslexie comme un don et que le diagnostic pour savoir si l'on est dyslexique ne se fait pas comme dans l'approche traditionnelle, d'après des tests standardisés de lecture ou d'écriture. On considère que les signes de désorientation sont des témoins de la dyslexie. Je vous invite à trouver la liste des 37 signes révélateurs sur Internet. Si vous en avez plus de 12, vous êtes probablement dyslexique selon la définition de Davis. Les désorientations sont les conséquences de l'utilisation particulière de l'œil de l'imagination. Mais revenons à mon travail. J'ai écrit mon premier livre, Le cerveau atemporel des dyslexiques, en 2009. J'utilisais la méthode Davis, mais j'utilisais encore la gestion mentale. C'était embrouillé dans ma tête et c'est pour cela que j'ai voulu écrire des notes, afin d'y voir plus clair. Ces notes sont devenues un livre que j'ai envoyé à Desclés de Brouwer qui a accepté rapidement de le publier. Je vous invite à lire ce livre, Le cerveau atemporel des dyslexiques. J'utilise les gestes mentaux de la gestion mentale pour analyser précisément la dyslexie. En fait, 3 sources m'ont inspiré: mon expérience de professeur, mon expérience de la gestion mentale et ma découverte de la méthode Davis. Ceci en fait une analyse tout à fait originale par rapport aux thèses habituelles sur la dyslexie. Et cette analyse du fonctionnement dyslexique est presque devenue un classique. Et voici mon dernier livre,
Pour ne plus ramer à l'école, paru en format poche en 2019 chez le même éditeur. La différence entre les deux livres, c'est que Pour ne plus ramer à l'école s'adresse à un public beaucoup plus large et pas seulement aux dyslexiques, mais à tous les penseurs en film. Parmi les penseurs en film, il y a bien sûr des dyslexiques, mais il y a aussi des personnes à haut potentiel ou simplement des personnes qui pensent prioritairement en film. La démarche du livre est basée sur une hypothèse. Certains pensent plutôt en mots accompagnés d'images fixes en 2 dimensions et d'autres pensent en films multisensoriels en 3 dimensions. Et vous, si je vous dis arbre, que faites-vous dans votre tête? Si vous faites plutôt ce qui est à gauche, c'est-à-dire imaginez que vous touchez un arbre, que vous êtes perché dans une cabane, que vous pensez à un vrai arbre en 3 dimensions, vous êtes plutôt dans la pensée en film multisensoriel. Si vous êtes plutôt à droite et que vous voyez une image d'un arbre, une photo fixe d'un arbre, que vous entendez le mot arbre végétal ou que vous le voyez imprimé, vous êtes plutôt dans la pensée en mots images fixes. En effet, dans ma théorie, je fais une distinction très particulière entre une image en 2 dimensions et une image en 3 dimensions. Dans les approches classiques, cette distinction n'existe pas. Dans les intelligences multiples de Gardner, la gestion mentale, la PNL, on ne distingue pas une image 2D d'une image 3D. Or, je pense que cette distinction est fondamentale. Si l'image est en 3D, c'est proche du film et de l'action. Le penseur en film est dans les starting blocks. Dans l'image 2D, il n'y a pas d'action. Il y a un certain retrait par rapport à la situation. Nous allons faire un petit exercice pour voir si vous vous situez plutôt dans la pensée en film 3D ou plutôt dans la pensée en mots, image 2D. Si je vous dis « Les chevaux galopent dans la prairie », le train entre en gare, une bougie allumée, une pyramide d'Égypte, une tempête sur un phare en Bretagne. Que faites-vous dans votre tête? Alors, soit vous êtes dans un film, soit vous ne voyez rien et vous entendez la phrase, soit vous entendez la phrase et vous voyez une ou 2 images fixes. Si vous pensez en film, vous voyez des chevaux qui galopent vraiment dans une prairie et vous n'êtes pas tellement éloigné d'eux. Si vous êtes penseur en film, vous voyez un train qui bouge et qui entre dans la gare et vous sentez que vous attendez le train sur le quai. Pour la bougie, elle est face à vous et vous sentez sa chaleur et son odeur. La pyramide, vous voyez des gens, des chameaux, des autocars qui bougent et vous êtes presque dans la scène présente. Pour la tempête, c'est un petit peu comme vous étiez un drone qui s'approche du phare, frappé par les vagues. Par contre, si vous pensez en mots, cela ne bouge pas. Ne vous en faites pas, ce n'est pas moins bien. Un fonctionnement n'est pas meilleur qu'un autre, mais il est différent. Et il en découle, d'après ma théorie, une façon d'apprendre différente. En effet, pour les penseurs en film, l'école, c'est souvent lourd. Ils se croient généralement médiocres alors qu'ils sont intelligents. Ils ont souvent des parcours scolaires en dents de scie car ils trouvent difficilement leur voie et ils ne peuvent pas toujours faire les études qui correspondent à leurs aspirations car certains cours les bloquent. Ils arrivent dans certains cas à faire des études supérieures, mais ils payent un prix démesuré pour y arriver. Un penseur en film qui ne connaît pas son fonctionnement et qui fonctionne par mimétisme comme un penseur en mots est épuisé comme s'il devait faire un Paris-Dakar en trottinette. Et ceci peut expliquer les burn-out. Mais je dois vous expliquer quelque chose de très important. Certains penseurs en film ont des désorientations et certains penseurs en film n'ont pas de désorientation. Alors, les penseurs en film qui ont des désorientations, ce sont les dyslexiques, les dyscalculiques, ceux qui ont des troubles de l'attention,
de la dysgraphie, de la dyspraxie et j'en passe. Ils ont plus de 12 signes parmi les 37 signes révélateurs de la dyslexie. Et il y a des penseurs en film qui n'ont pas de désorientation. Ils ne savent pas qu'ils sont penseurs en film, mais ils ont des difficultés larvées à l'école. En général, ils n'aiment pas l'école. Ils sont épuisés et souvent, un burn-out se produit à 13 ou 14 ans ou à 19 ans. Mais de plus en plus souvent, je rencontre des décrochages beaucoup plus précoces. En tout cas, il y a toujours un déséquilibre entre les résultats scolaires et l'intelligence. Puisqu'on a parlé de désorientation, on peut se poser la question, mais qu'est-ce que c'est qu'être orienté? Être orienté, c'est percevoir de façon juste. Lorsque je suis orienté, je ne déforme pas mes perceptions. Les désorientations peuvent déformer les images. Un P peut devenir un P ou un Q ou un D. Les lettres peuvent bouger. J'explique bien cela dans mon livre Le cerveau atemporel. Une personne désorientée peut modifier les sons, elle entend mal ou elle entend trop. Elle peut aussi modifier ses perceptions sensorielles, gustatives, olfactives et autres. Elle peut altérer sa notion du temps, ce qui peut donner de l'hyperactivité ou de l'hypoactivité. Mais quand la personne est orientée, elle est calme, cadrée, et à ce moment-là, elle peut observer les choses de façon linéaire, de gauche à droite ou de bas en haut, et elle a accès à une information en 2 dimensions. Alors, que peut-on faire pour aider les penseurs en film? Vous avez à gauche la situation de la dyslexie. Il faut alors faire un programme Davis de correction de la dyslexie de 30 heures pour apprendre, avant toute chose, à maîtriser les désorientations. À droite, vous avez la situation du penseur en film sans désorientation. Il suffit qu'il découvre son fonctionnement au travers du livre pour ne plus ramer à l'école et qu'il comprenne avec quelle facilité il peut appliquer le système 1, 2, 3. Gardons bien à l'esprit que la méthode Davis et le système de 1, 2, 3 sont des méthodes distinctes qui se font séparément. Voici le système 1, 2, 3 en bref. En dessous, le 1 correspond au mouvement, au film 3D. Je bouge, j'écris, je fais le film dans ma tête. Tout commence par un mouvement réel ou un mouvement imaginaire. Le 2, je dis les mots tout haut ou je me dis les mots dans la tête. C'est le langage. Exemple, je regarde un schéma et je me dis, tiens, à gauche, il y a ceci, au-dessus, il y a cela. Ensuite, en 3, je visualise sur mon écran mental à hauteur des yeux, une image fixe. Lorsque le penseur en film a compris qu'il apprenait d'abord en bougeant, en touchant, en vivant les choses en vrai ou en les vivant en imagination, il a une véritable révélation. En effet, à l'école, on n'utilise généralement que les verbalisations, ce que j'appelle le blabla, et les images fixes, des textes imprimés ou des dessins. Tout ceci convient très bien aux penseurs en mots. Vous voyez ici un élève qui apprend les lettres en les fabriquant en pâte à modeler. Cette situation est très rare à l'école traditionnelle. Maria Montessori, ce génie pédagogique, avait déjà préconisé cela il y a un siècle en préconisant les lettres rugueuses que l'enfant peut palper. Bouger en imagination veut dire qu'en classe, lorsqu'on ne peut pas bouger, qu'on doit par exemple écouter une manipulation montrée dans un labo de sciences sans toucher soi-même les produits, on n'a qu'une solution, c'est faire le film dans sa tête. Les élèves ne savent pas qu'ils fonctionnent comme cela et donc ils ne font rien, donc ils sont absents pendant le labo de sciences. Un penseur en mots n'a pas besoin de faire cela, il comprend en écoutant le blabla. Ce qui est original dans ma méthode, c'est que je ne demande pas à l'école de tout chambouler, l'élève peut déjà changer ce qu'il fait dans sa tête et faire les films. Un penseur en film averti a compris que s'il ne fait pas les films, il est absent. Si le penseur en film ne fait pas le film, il ne comprend rien. Comme exercice, je vous invite à faire le film de la phrase suivante. Nous sommes au printemps, les oiseaux partis passer l'hiver en Afrique prennent leur envol pour rentrer chez nous. Je vous invite à mettre la vidéo en pause pour faire le film de cette phrase.
C'est l'exemple typique d'une phrase qu'un penseur en film ne comprend pas. En effet, il ne voit pas l'Europe sur une carte, il ne voit pas l'Afrique, il ne voit pas que l'action se déroule au printemps en situant cette saison sur une année et en la ressentant, et il ne voit donc pas les oiseaux voler de l'Afrique vers l'Europe dans le bon sens. Je vais vous expliquer maintenant le fonctionnement précis du penseur en film et les 3 étapes du système 1, 2, 3. Si le penseur en film pense à une pomme, il se sent en action imaginaire en train de cueillir une pomme ou de croquer une pomme, c'est un mouvement. Ensuite, il se dit dans la tête, inconsciemment, je cueille une pomme, je croque une pomme, et puis il peut avoir l'image fixe d'une pomme. Cette image fixe provient donc d'un travail mental. Elle ne vient pas toute seule. Les penseurs en film qui font ces 3 étapes sont en général performants à l'école. Je vais vous l'expliquer autrement. Je suis toujours d'abord en mouvement, acteur-actrice, dans une scène. Si je me parle pour ralentir les pensées et arrêter le film, je peux, en 3e position, afficher l'image sur mon écran mental. Ou encore, j'ai un travail à faire pour avoir cette image fixe. Connaître, c'est arriver à remplir son écran mental. Encore une autre façon de le montrer, vous avez l'image fixe à droite, en haut. Vous connaissez votre leçon lorsque vous maîtrisez vos écrans mentaux au niveau du 3. Le but à atteindre lorsqu'on étudie est de remplir cet écran mental. Mais où est cet écran? Certaines personnes savent très bien où est cet écran, mais d'autres ne le savent pas. Écrivez une lettre, prononcez-la et ensuite visualisez-la devant vos yeux au plus haut. C'est là. Ce n'est pas un tableau noir. Je vous invite à faire une pause. Pour certaines personnes, il y a un obstacle à entrer dans l'introspection. Ils ne peuvent pas facilement réfléchir à ce qu'ils font dans leur tête. Je vais maintenant vous donner un exemple d'utilisation courante d'un écran mental, c'est la table de 7. Donc, un élève qui connaît la table de 7 et qui est penseur en film, il peut l'afficher sur son écran mental avec le titre table de 7, 1 fois 7 égale 7, 2 fois 7 égale 14, etc. Si je peux ainsi l'afficher au niveau 3 dans le système 1, 2, 3, je connais mes tables. Par contre, si je répète mes tables comme un perroquet et que je ne visualise rien, je ne connais pas mes tables. Pire encore, si je répète seulement les réponses 7, 14, 21, 28, c'est totalement inopérant pour faire des divisions. Quand je connais mes tables, je peux les afficher sur mon écran mental. Mais comment arriver à cet écran? Cet écran ne se fait pas par magie. C'est très simple. S'il s'agit de notions de base comme les multiplications, il faut d'abord manipuler des boulettes et les disposer visuellement correctement. Il faut écrire la table. Là, on est dans le 1 du système 1, 2, 3. Manipulation, écriture. Ensuite, dans le 2, il faut répéter la table, si possible tout haut. Et finalement, j'arrive à mon écran mental au niveau du 3. N'est-ce pas simple? Passons à un autre exemple. Comment faire en anglais ou dans une langue étrangère? La façon habituelle d'étudier le vocabulaire est de répéter dans les 2 langues. L'élève cache une colonne et répète jusqu'au moment où l'automatisme se produit. Il ne pense absolument pas à ce que cela veut dire. Il répète vol, flight. En faisant comme cela, en réalité, il fait le perroquet. Il est dans le 2, répéter, et le 3, regarder l'image fixe d'un mot. Ce qui lui manque, c'est le 1. Il n'a que la composante auditive, le 2, et la composante visuelle fixe, le 3. Or, il est un penseur en film. Il doit donc étudier d'une autre façon. S'il étudie comme cela, il ne connaît rien. Le penseur en film doit faire des mouvements. Un mouvement mental et s'imaginer dans une scène. Il doit imaginer qu'il a un avion pour Dublin. Il doit imaginer une phrase dans sa tête, I have a flight to Dublin, par exemple, et qu'il est dans un aéroport en train d'attendre un avion. Du coup, il sait, il connaît, il comprend ce que flight veut dire. Il a fait le 3D du mot flight. Et bien entendu,
il doit écrire, tout en imaginant qu'il est dans la scène, il doit écrire le mot flight. Et ensuite, il pourra reprendre sur son écran mental. L'écriture est très importante car elle relie tous les neurones, vision, audition, neurones moteurs, et elle est la mère de la mémorisation. Il a donc activé les 3 zones, 1, 2, 3. Il faut savoir que l'élève habituel ne fait pas ce travail d'imagination et d'écriture, et cela explique de nombreux échecs en langue. Prenons un autre exemple. Comment réussir dans un cours comme le cours d'histoire? Ce sont des cours où l'on travaille les textes. Donc ce qu'on dit ici est tout à fait valable pour un cours de littérature. Certains élèves ont des difficultés à comprendre les textes, en fait car ils lisent sans faire le film 3D. Ils lisent en entendant seulement blabla, blabla, blabla. En fait, ils doivent se plonger dans le texte. Si le texte parle d'une époque comme l'époque napoléonienne, ils doivent devenir Napoléon, devenir Wellington, devenir la ménagère qui n'a plus de sucre à cause du blocus continental. Et en se mettant dedans, dans le 1, les choses prendront du sens. Je récapitule. Pour comprendre un cours avec des textes, il faut faire le film des textes. Se mettre dedans donnera la géographie, la chronologie et la compréhension du texte. Mais si un cours comporte 2 pages, 10 pages, 100 pages ou plus, je préconise de faire un plan du cours. J'explique très bien cela dans mon livre Comment faire un plan. C'est démodé par rapport à la mode du mind mapping servi à toutes les sauces. Rien de tel qu'un beau plan écrit qui vous donne une structure visuelle correcte, chronologique et logique. Vous reprenez les titres, les sous-titres et les mots-clés, et une fois le plan écrit, on le répète jusqu'au moment où on peut l'afficher sur son écran mental. Cette méthode n'a rien de sec et d'abrupt, car on a fait les films de tout ce que l'on écrit. Donc, on est en train de revivre les films en faisant le plan. J'ai aidé beaucoup d'élèves dans l'enseignement supérieur qui étaient en échec et qui, grâce au plan, ont réussi leurs études universitaires. Reprenons les 5 outils. Les films, l'écriture, la verbalisation, les écrans mentaux, et ne pas utiliser de méthode phonétique pour trouver l'orthographe d'un mot. En réalité, je vais vous expliquer ces outils en vous faisant faire des exercices. Et voilà, je vous mets au travail, voici les exercices. Je vous propose, pendant les exercices, de mettre régulièrement votre vidéo en pause. Voici le premier exercice. Il s'agit d'une définition en économie. L'économie est l'ensemble des activités relatives à la production, à l'échange, à la distribution et à la consommation de biens et de services. Alors, je vous invite à faire le film, à recopier, ensuite à répéter tout haut, et troisièmement, à visualiser sur votre écran mental. Je vous invite à mettre votre vidéo en pause pour faire l'exercice. Combien de fois n'ai-je pas eu des élèves qui confondaient le mot économie avec les notions de politique ou de social? Il faut avoir fait le film, par exemple, d'une usine de production de voitures, vu des voitures sortant de l'usine sur des camions, moyennant échange d'argent, et qui partent vers des concessionnaires. Chez les concessionnaires, les clients viennent acheter la voiture, c'est un service, et viennent aussi faire réparer leur voiture. La définition sèche, comme l'on dit, est devenue un film concret et pas un ruban de paroles insipides. Insipides pour nous. N'oubliez pas que les penseurs en mots, quand ils étudient en mots, en phrases, ils comprennent. Les mots ont du sens pour eux. C'est tout simplement un autre fonctionnement. Faisons un autre exercice. Alors, nous imaginons que vous devez apprendre du vocabulaire et nous allons prendre la phrase « Je bois une tasse de café ». Alors, vous prenez la langue qui est la plus étrangère pour vous, soit le néerlandais, soit l'italien. En néerlandais, cela se dit « Ik drink een kopje koffie ». Et cela veut dire « Je bois une tasse de café ». En italien, cela donne « Bevo una tazza di café ». Vous vous imaginez en train de boire le café et vous écrivez la phrase. Ensuite, vous vous répétez la phrase 1 fois, 2 fois, 3 fois, et puis vous pourrez visualiser à hauteur des yeux, en imprimé, dans les 2 langues. Vous connaissez, c'est cela, apprendre.
Je vous invite à mettre la vidéo en pause et à faire l'exercice. Et voici le 5e outil pour l'orthographe qui est absolument simple et fabuleux. Si vous cherchez l'orthographe d'un mot et que vous êtes penseur en film, surtout ne vous parlez pas dans la tête. Restez en silence à l'intérieur de vous et voyez comment s'écrit le mot sur votre écran mental. Les professeurs et de nombreux conseillers disent à l'enfant, depuis qu'il est tout petit, d'utiliser des méthodes phonétiques pour trouver l'orthographe. Il se met alors à prononcer des sons be, pe, tu pour trouver l'orthographe. Ces méthodes sont totalement inadaptées aux penseurs en film. L'enfant est depuis son plus jeune âge induit en erreur et il fait beaucoup de fautes à cause de ce système. Donc voici ce qui se passe lorsqu'on est penseur en film et qu'on utilise les méthodes phonétiques. Alors, pour vous prouver que c'est vrai, je vous invite à faire un petit exercice. Je vous dicte 3 mots et je vous laisse un peu de temps après chaque mot. Surtout, vous ne vous parlez pas et vous écrivez votre première intuition, vraiment la toute première intuition. Voici les mots. Hypothèse. Phosphorescent. Karaoké. Voici les réponses. J'espère que vous n'avez pas fait de faute. Évidemment, cet écran mental, si le mot n'est pas connu, qu'on ne l'a jamais vu comme pharmacie, il faut qu'on ait appris le mot, c'est-à-dire chercher le sens du mot au dictionnaire. On ne peut pas apprendre un mot dont on ne connaît pas le sens. C'est pour ça que donner des mots inconnus aux enfants dans des listes de mots à apprendre est totalement absurde. Je l'ai appelé, s'il est difficile, pour être sûr de ne pas graver la faute en l'écrivant, car je vous l'ai dit, écrire grave les fautes. Je l'ai copié et j'ai vérifié que je pouvais l'afficher sur mon écran mental. Voilà, les exercices se terminent. Nous arrivons aux conclusions et je me pose comme question, le système 1, 2, 3 serait-il une solution miracle? C'est une solution, mais pas une solution miracle. Je le vis tous les jours dans ma pratique. Il demande de la motivation. J'explique bien ce problème dans mon livre. Il demande du travail, car c'est plus fatigant de faire les films et d'écrire à un bureau que de lire couché sur son lit. Il est à contre-courant des modes actuels qui préconisent l'ordinateur à la place de l'écriture, du mind mapping à toutes les sauces et des approches phonétiques. Il n'est pas du tout compris par la plupart des penseurs en mots. Il demande de l'introspection et certaines personnes ont un petit blocage à l'introspection. Il faut surtout que l'apprenant se mette en route lui-même. Or, souvent, le penseur en film a été aidé et il a du mal à devenir indépendant dans son travail. Or, ce qu'il faut savoir, c'est qu'un penseur en film est à la base un homme, une femme d'action. Ce sont de futurs chefs d'entreprise, des commerçants, des indépendants, des artistes, et ils n'apprécient pas d'être des pions dans de grosses structures. Ils devraient, en réalité, pouvoir étudier tout seuls. Il s'agit donc de retrouver un équilibre entre la situation de gauche, où l'apprenant travaille seul pendant seulement un quart de son temps et est très aidé par papa, maman ou des professeurs, et il faut arriver à la situation de droite, où il est autonome à 75%. Pour cela, il faut essayer le système 1, 2, 3, d'abord dans un cours, je préconise dans un cours de langue, c'est le plus simple, et puis un autre. Voilà, mon exposé se termine. Je vous signale les informations de mon site. Donc, mon site, c'est dyslexiebelgique.be et j'ai un blog, système123wordpress.com. J'ai une page Facebook à Chantal Wieser, auteur. Et vous pouvez trouver mes livres en librairie et en ligne, qu'ils soient en version papier
ou en version digitale. Dans les mois qui viennent, je vais organiser régulièrement des séances Zoom de questions-réponses sur cette conférence et vous trouverez toutes les informations sur mon site. Merci pour votre écoute. La vidéo va se terminer par quelques informations sur les droits d'auteur. À bientôt.